Bienvenue sur notre série Discussion avec nos experts. Dans cette série, D-Paradise échange avec des grands noms de la psychologie autour de problématiques pouvant affecter le bien-être et le développement des jeunes. Avec leur expertise, ils nous éclairent sur ces phénomènes et nous donnent leurs précieuses analyses pour mieux comprendre et gérer ces difficultés. Pour ce deuxième épisode, nous avons l'honneur de recevoir Maximilien Bachelard, docteur en psychologie et psychothérapeute, et également parrain de l'association D-Paradise, pour échanger autour du thème de la relation perverse. On entend souvent parler du thème pervers narcissique dans les médias et dans la société, mais on s'intéresse rarement aux mécanismes de la relation que les victimes entretiennent avec ce type de personnes. Pourquoi ce sont ces personnes qui se retrouvent en proie à une relation perverse? Quelles sont les conséquences psychologiques sur les victimes et comment se sortir de ce type de relation? Voici les questions auxquelles le docteur répond dans cet épisode. Ce qu'on appelle communément un pervers narcissique, comment le nommeriez-vous? Et que pensez-vous du terme pervers narcissique? Alors, pour commencer, moi, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de ce qui peut être dit habituellement, parce qu'il y a beaucoup d'informations autour de ce terme de pervers narcissique qu'on entend tellement partout qu'à un moment donné, ça pose un peu la question de savoir justement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça se fait qu'il y en aurait à ce point-là partout. Donc, il y a plusieurs définitions à donner. Moi, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe, surtout dans une relation qu'on pourra avoir avec quelqu'un qui, entre guillemets, serait pervers narcissique. Je vais essayer de parler un peu des mécanismes. L'idée, déjà générale, quand on est apparemment en prise avec quelqu'un qui serait pervers, c'est qu'il ne reconnaîtrait pas qu'il met l'autre en difficulté. Euh, Ce qu'on voit dans une relation de ce type-là, c'est qu'il y aurait une personne qui aurait le dessus sur l'autre. Et il y aurait notamment des difficultés à pouvoir communiquer de manière claire et de manière simple. C'est plus souvent les femmes qui se disent victimes de pervers narcissiques que l'inverse, même si l'inverse s'entend de plus en plus. Dans ce genre de relation, les gens qui se sentent victimes disent qu'en face, la communication est paradoxale. On dit des choses et puis on dit l'inverse. Il y aurait aussi ce que moi j'appelle du négationnisme de l'histoire, c'est dire je n'ai jamais dit ça. Je sais également jouer avec les sentiments de l'autre. Donc les personnes qui se disent victimes se sentent finalement décrédibilisées dans ce qu'elles ressentent. Elles peuvent relever des mensonges très régulièrement qui sont nommés par la personne, des messages qui sont flous, des attentes qui sont pas claires de la personne en face qui parfois joue au chat et à la souris, est perpétuellement insatisfaite. Et puis on peut avoir des propos assez dévalorisants. Et donc la victime je dis à chaque fois la victime entre guillemets parce que pour moi, ça semble un peu compliqué de pouvoir simplement voir quelqu'un qui serait méchant et quelqu'un qui subirait. Mais tout ce qu'on peut dire dans cette histoire de perversion narcissique, c'est qu'il y a une notion d'emprise qui est importante. La personne qui se dit victime a justement par définition du mal à partir de quelque chose qui lui fait du mal. Donc il faut aussi imaginer que dans cette histoire de relation, il n'y a pas que du mauvais. Et c'est bien ça qui met en difficulté ces personnes pour pouvoir partir, c'est qu'il y a des bons moments et puis il y a des moments qui nous mettraient au bord de vouloir quitter cette relation. Donc, comme dit l'expression, ça souffle un peu le chaud et le froid. Et je pense que ça catégorise assez bien ce qu'on peut nommer comme apparemment pervers. Voilà. Certaines personnes sont-elles plus susceptibles que d'autres de tomber dans le piège de ce type de personnes? Alors, évidemment, c'est une problématique qui va toucher certaines personnes et pas d'autres. Alors, déjà, quand on dit pervers, ça signifie manipulateur, mais d'une certaine manière, quand on est en relation avec quelqu'un, quand on communique avec quelqu'un, on a toujours un fond de manipulation minimum. On aime que les gens soient d'accord avec nous. Maintenant, quand on est dans une relation qui serait, euh, qui serait notamment perverse, euh,
Oui, il y a certains profils de personnes et plus souvent des femmes qui seraient à même de tomber dans ce type de relation. Quel type de femme? Eh bien, précisément, alors ça peut être des hommes également, mais précisément les femmes qui auraient cette tendance à vouloir s'adapter à l'autre, en fait. Notamment des personnes qui ont appris à prendre sur elles, à combler les difficultés de l'autre, à vouloir l'aider, à vouloir le protéger, à vouloir faire le bien. Donc forcément, on va dire que c'est une pierre d'achoppement, on va dire que c'est une sensibilité. Moi, j'ai souvent tendance à me dire que dans ce genre de relation, donc on va prendre classiquement le stéréotype qu'on a. Un homme est très séducteur, il souffle le chaud et le froid. En fait, il va jeter un filet et tous les poissons vont pas rester dans le filet. Et les poissons qui vont rester dans le filet sont souvent des personnes qui ont besoin d'obtenir l'approbation de quelqu'un qui semble avoir un statut social important ou qui semble avoir une forme de confiance en lui qui donne envie, en fait, d'être emporté par lui. Donc, moins on est au clair avec ses besoins, moins on est au clair avec son identité, plus on a besoin d'approbation, plus on risque finalement de rentrer dans cette forme de dépendance à quelqu'un qui nous ferait du mal. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours important pour moi, intellectuellement, mais d'être honnête et de se dire que s'il y a des pervers narcissiques, c'est qu'il y a des personnes qui répondent très bien en miroir à ce schéma-là, un petit peu à la manière d'un puzzle. S'il y a une pièce qui existe, c'est qu'elle s'emboîte forcément dans une autre pièce qui lui donne, comment dire, la complémentarité, en fait. Voilà. Pour résumer, le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi nous rendent donc fragiles face à ces personnes. Oui, parce que finalement, j'ai envie de dire, quand on a confiance en soi, bon, on va imaginer quelqu'un qui aurait complètement confiance en lui, il n'aurait pas besoin de chercher l'approbation, en fait. Avoir vraiment confiance en soi, c'est quand même assez compliqué. On a tous des zones de doute. Parfois, on a besoin d'avoir l'avis des gens. Mais c'est sûr que quand frénétiquement, on a besoin d'avoir l'avis du public, quand pour chaque décision, on a besoin d'avoir l'approbation, si on a été face à quelqu'un que l'on admire, qui semble avoir réussi dans sa vie, eh bien, on est plus à même finalement de tomber dans ces filets et à ne pas respecter finalement le besoin qu'on aurait d'être bien traité. Donc c'est bien ça qui agit la plupart du temps. Les personnes qui sont dans ce genre de relation vous diront je sais que ce qu'il me dit me fait du mal, mais en même temps vient m'apporter un guide, un support, vient me rassurer sur les choix que j'ai faits. Voilà. Est-ce que lorsqu'on est jeune, on est d'autant plus fragile face à ce type de personnes, étant donné qu'on construit son identité? Alors, la question de la jeunesse, elle est importante parce qu'évidemment, quand on a 15, 18, 20 ans, 25 ans, on n'a pas encore connu suffisamment de choses, on n'a pas suffisamment d'expérience pour se dire, bah, je vais arrêter de demander l'avis des gens et je vais faire ce que je veux. Donc oui, évidemment, c'est un facteur de vulnérabilité. Maintenant, on peut très bien imaginer qu'à 40 ou 50 ans, on soit encore dans un besoin d'approbation et qu'on n'ait pas encore toute la confiance du monde. L'âge ne va pas forcément donner de la confiance à une personne. Donc, ce qui compte, c'est pas tant l'âge, c'est la possibilité de pouvoir penser par soi-même. C'est la possibilité, à un moment donné, d'accepter qu'on serait prêt à faire cavalier seul plutôt que d'être mal accompagné, en fait. Donc, je crois que c'est cette capacité-là qui est importante. Donc, quand quelqu'un a la possibilité de se dire, bah, je préfère me débrouiller par moi-même, j'ai une somme de bons moments avec cette personne, mais en même temps, elle me dévalorise parfois publiquement. Elle appuie exactement là où ça fait mal. Ça fait 3 fois qu'on s'engueule dans la semaine. Je me suis fait insulter. Et en même temps, on m'a offert des fleurs 1 heure après. Eh bien, je ne veux plus ça. Quand on a cette capacité à pouvoir se dire, ça suffit, je suis prêt à me retrouver seul, je pense qu'on a dépassé le problème. Et évidemment, quand on est jeune,
qu'on est dans ses premières relations amoureuses, affectives, on est rarement prêt à se dire je vaux quelque chose, je ne suis pas ce que l'autre me renvoie et je suis prêt finalement à avancer seul un temps pour retrouver quelqu'un qui me respectera plus. Voilà. Comment peut-on reconnaître ce type de profil? Y a-t-il des signes que l'on peut repérer en amont? Mm. Alors, je pense que c'est une question importante parce que dans la question de la perversion narcissique, ce que j'entends souvent, même quasiment tout le temps, c'est il n'était pas comme ça au départ. Moi, je pars du principe que on a tout sous les yeux dès le départ, mais que la nature humaine, on est tous pris par la même problématique, c'est que on n'est pas prêt à tout voir du premier coup d'œil. Pourquoi? Parce que la personne en face a beaucoup de charme, elle est très sympathique, elle sourit, elle nous apporte des choses, du bien-être, et donc on écarte tout doucement certains éléments qui pourraient nous faire tiquer. C'est d'ailleurs pour ça que l'entourage, très facilement, peut s'en rendre compte du premier coup d'œil parce qu'il n'est pas encore emporté par le charme de la personne et peut relever ce qui ne va pas. Donc, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. C'est de réussir à mettre sur le même plan, à comparer ce que dit la personne et ce qu'elle fait. Donc, si la personne dit, si c'est un homme qui dit à sa copine, mais je t'aime, je te respecte et je te ferai jamais de mal, et qu'une heure après, dans les faits, dans le concret, dans les actes, il est dévalorisant auprès d'autres personnes en disant tu as vu comment t'es habillé et que ça fait rire les copines, par exemple. Là, pour moi, c'est un indice clair qu'il y a un décalage entre la promesse qu'il a fait et les actes qu'il a mis en place. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, qui est évidemment pas facile à transmettre comme ça uniquement dans une interview, mais qui parlera à certaines personnes, c'est de faire attention à ce qu'on ressent, en fait, tout simplement. Si on commence à se dire, me sens pas forcément en sécurité, ou je lui fais pas vraiment confiance, ou j'ai eu dans la journée des moments où j'étais vraiment pas bien par rapport à ce qu'il m'a dit. Même si maintenant, tout de suite, je suis très heureuse et je passe un bon moment. Là aussi, ce sont des indices qu'il faut pouvoir écouter. Parce qu'encore une fois, quand on est dans une rencontre, euh, on s'arrête sur certains points. On ne veut pas tout voir. On ne peut pas tout voir chez quelqu'un, mais il y a une partie de nous qui saisit certaines incohérences. On fait le choix, malheureusement, de les mettre de côté. Donc, la meilleure amie va dire, ouais, mais tu te rappelles ce que tu m'as dit au début quand il a rencontré, il t'avait dit ça, et puis ça t'avait mis mal pendant 2 jours. Ça nous prouve bien, en fait, qu'au départ, comme on est séduit par certaines parties de la personne, on n'écoute pas ce qui nous fait du mal. Donc, s'écouter soi-même, écouter ses émotions est fondamental parce que ça reste des indicateurs de ce qu'on n'a peut-être pas envie de voir dès le départ. Voilà, la rencontre avec une personne, quand ça clique bien, quand ça marche bien, eh bien, ça nous emporte et ça nous fait minimiser ce que finalement on avait sous les yeux. Parce que la plupart du temps, quand les gens sortent de ce genre de relation, ce qu'ils disent régulièrement, c'est vrai, au départ, j'étais pas bien, au départ, il m'a dit telle chose, mais je ne m'en rendais pas compte, ou je me disais que ça passerait, ou je me disais que j'avais mal compris. En gros, c'est de ma faute. Donc, il y a quand même cette notion de culpabilité derrière qui est importante. Ça, notamment, c'est une émotion qui est fondamentale et qu'on retrouve souvent. C'est que la personne, en plus, se culpabilise en se disant, oui, il a pas tout à fait tort dans sa critique, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Donc voilà, les deux choses importantes, si je devais résumer, c'est d'essayer d'observer avec un petit peu de recul s'il y a vraiment une concordance entre ce que la personne me dit et ce qu'elle fait. Et deuxièmement, d'écouter, de tendre bien l'oreille sur les émotions qu'on ressent, parce que dans une certaine mesure, les émotions qu'on ressent ne viennent pas par hasard. C'est pas quelque chose de désordonné. Ce sont des indicateurs sur ce qui est en train de se passer et qui nous échappe. Voilà. Quelles sont les conséquences psychologiques sur la victime?
Alors, quand on a été longtemps dans une relation comme ça, il y a deux choses importantes qu'il faut pouvoir se dire. D'une certaine manière, si on a été dans ce genre de relation, c'est que déjà on avait une forme de vulnérabilité. Donc la personne qui nous a précipités dans ces difficultés-là n'est pas responsable du déclenchement des problèmes, elle a fait qu'amplifier un problème. Elle s'est elle s'est engouffrée dans une brèche qui était déjà ouverte et qui nous appartient déjà à nous. Donc les conséquences, bah, c'est que ça est venu amplifier quelque chose de l'ordre moi j'appelle ça des problèmes identitaires, à savoir ça a amplifié la difficulté qu'on peut avoir à écouter nos besoins, à ne pas savoir ce qu'on veut. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ah bah, finalement, sorti de cette relation, je suis perdu, je ne sais plus si je dois écouter ce que je ressens, je n'arrive pas à faire des choix dans ma vie. Finalement, ce fameux pervers, il avait pour fonction, même s'il était un problème, il était en même temps une solution, il avait pour fonction de guider la personne qui avait besoin peut-être d'un mentor, peut-être d'un référent, qui avait besoin régulièrement en donnant son avis, nous permettait d'une certaine manière de nous orienter sur nos choix de vie. Donc, s'il y a plus de pervers, s'il y a plus de relations perverses, bah, on est facilement en prise avec, j'ai envie de dire, le vide de l'existence, la possibilité d'être libre, la responsabilité, la question de faire des choix. Donc, je ne sais pas si ne plus être dans cette relation crée des dégâts, mais je crois que c'est l'opportunité d'une certaine manière de nous poser des questions fondamentales de l'ordre de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je voudrais vraiment faire de mon avenir sans le demander aux autres, qu'est-ce qui me correspond. Et je crois que ça vient ouvrir cette brèche. Voilà. Avoir une relation de ce type peut donc nous aider à mieux nous connaître et à savoir ce que l'on veut. Ben, je crois que finalement, ce qu'il y a aussi à conclure par rapport à ce genre d'histoire, quand on est rentré dans une histoire comme ça ou dans plusieurs histoires comme ça, je crois qu'il faut se demander, mais comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Quelqu'un qui est un peu plus consolidé, un peu plus structuré au fond de lui et a moins besoin de l'autre pour avancer, ne sera pas sensible au charme de quelqu'un qu'on appellerait pervers parce qu'il verra d'emblée qu'il est amené à aller dans une direction alors qu'il n'en a pas envie. Donc, je crois que c'est l'opportunité c'est un appel à plus de maturité, à savoir un peu plus ce que l'on veut. Euh, je pense que c'est un appel à s'écouter soi-même, à s'autoriser un peu plus à être soi, à mettre en place des actions sans attendre en retour des félicitations ou un avis de notre entourage. Donc, je crois vraiment que on peut le voir comme une opportunité, on peut le voir d'une manière négative en se disant victime et en se disant qu'on est déstructuré par l'autre. Mais j'ai envie de dire, si tout était bien solide, le pont n'aurait pas cassé en fait. Donc je crois que c'est l'opportunité de se reconstruire ou de se construire une bonne fois pour toutes pour ne plus être sensible au charme de quelqu'un qui viendrait d'une certaine manière euh, conduire notre vie puisqu'on aurait peur des conséquences que ça aurait d'en être responsable. Comment sortir de ce type de relation lorsqu'on ne se voit pas sans l'autre? Y a-t-il différentes phases? Alors ça, c'est une question qui est importante parce que d'une certaine manière, ça rejoint la question du changement en psychothérapie. C'est-à-dire que euh, assez souvent, les gens savent qu'il faut que ça change, mais c'est pas pour autant qu'ils arrivent à changer. Moi, je pars d'un principe assez basique pour l'être humain et qui est qu'on ne peut pas changer les gens, mais il faut qu'ils aient envie de changer par eux-mêmes. S'ils ont envie de changer, ils peuvent aller voir notamment un psy ou ils peuvent écouter leur entourage et se mettre en action. Mais il faut qu'ils aient envie de changer un minimum. Il faut qu'ils en aient marre. Et d'une certaine manière, dans une relation comme ça, tant qu'on n'en a parfois pas assez souffert, on a l'illusion de contrôler,
où on a l'illusion qu'on va réussir à changer pour convenir à la personne qui serait perverse en face de nous pour qu'enfin il n'y ait plus de problème. On a aussi l'illusion qu'on arrivera à le faire changer. Tant qu'on est dans ces illusions-là, tant qu'on se dit oui, mais finalement je le mérite, il n'a pas tout à fait tort. Tant que on n'en a pas marre de tout ça, tant qu'on a des attentes de changement de la personne en face de nous, ça continuera et ça continuera. Donc la première étape, je crois que ce serait finalement de lâcher prise un petit peu sur les attentes qu'on a par rapport à l'autre et de s'intéresser un peu à ce qu'on pourrait s'apporter soi-même. À partir de ce moment-là, et quand on a réussi à dépasser l'idée euh, qu'il y aura peut-être une période de solitude, une période de rupture de lien avec cette personne qui nous fait plus de mal que de bien, quand on arrivera à cette étape-là, on va pouvoir avancer. Donc, évidemment, c'est pas parce que l'entourage nous dit que ça va pas qu'on va pouvoir changer. Il faut qu'on arrive d'une certaine manière mécaniquement à un trop-plein. Comme dirait l'expression, il faut en avoir marre d'en avoir marre et de se dire, bah, franchement, j'en peux tellement plus que je préférerais qu'on me foute la paix et je suis prêt à me retrouver seul sans l'autre. Tant qu'on continue à nourrir le secret espoir du changement chez l'autre, ou tant qu'on continue à croire que ces critiques sont fondées, tant que ça viendra faire écho finalement à notre manque d'estime de soi, malheureusement, on continue à être enfermé dans cette mécanique. Donc le point de départ, c'est finalement l'envie de changement d'une personne qui est prête à partir à l'aventure avec une forme d'incertitude dans quelque chose d'autre. Parce que finalement, il faut quand même pas l'oublier, quand on est avec quelqu'un, on a partagé de l'intimité, même si on souffre, on sait à quoi s'en tenir, il y a quelque chose de rassurant. Donc on peut aussi entendre derrière en filigrane que euh, si on a peur de retrouver personne d'autre, si on se dit qu'on vaut pas grand-chose, tant qu'on continue à avoir ces croyances infondées bien ancrées en nous, bah, on a encore moins de force pour partir. D'où l'idée, selon moi, que oui, on doit être suffisamment solide parce que on court le risque finalement d'attendre que quelqu'un d'autre nous fasse passer à autre chose. Donc ça, c'est pour moi l'image du singe qui passe de branche en branche. Si on attend qu'un autre homme, si on imagine que c'est une femme qui est en prise dans ce genre d'histoire, si on attend qu'un autre homme vienne nous chercher, on risque encore une fois de plus d'être pris dans une relation qui va venir se compléter avec nos manques. Donc je crois il faut pouvoir cheminer tout doucement dans l'idée que bah, il serait bien de faire une pause un temps et de se demander bah, comment ça se fait que moi j'ai pu me retrouver dans ce genre d'histoire. Quand on se rend compte qu'un proche est dans une relation de ce type, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire ou que l'on peut dire pour l'aider à se sortir de sa relation? Bah, alors, cette question, elle est importante parce que souvent on me la pose. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Il y a des paradoxes dans cette histoire parce que si vous êtes dans une histoire d'emprise, si on fait le parallèle avec une secte, il y a une forme de bulle qui se forme. C'est-à-dire que la personne qui vous a fait rentrer dans cette bulle, elle vous fait comprendre la plupart du temps que votre entourage est mauvais pour vous. Et donc, cette personne perverse vous fait comprendre, elle se met en position de phare dans le brouillard et elle prend la place de la personne de référence. La personne qui est en prise dans cette relation, qui est délétère pour elle, elle lui donne aussi en retour cette place comment dire, de mentor. Donc, plus l'entourage va être amené à dire oui, mais c'est quelqu'un de pervers, il n'est pas bon pour toi, plus vous risquez de perdre votre lien avec cette personne qui souffre. Donc, on est pris dans ce paradoxe-là. Donc, ça, c'est un premier point. À mesure qu'on essaye d'ouvrir les yeux de quelqu'un, on risque de perdre ce lien qu'on a avec lui. On peut entendre des phrases du genre oui, mais en fait, t'es jalouse parce qu'il a une belle voiture, il est sympathique, il est là pour moi, t'es jalouse parce que t'es pas heureuse dans ton couple, donc laisse-moi tranquille. Donc là, la tâche, elle devient un petit peu ingrate. On va dire que d'une certaine manière,
c'est un peu le syndrome de la prise d'otage. C'est-à-dire que la personne qui souffre dans cette relation va venir défendre entre guillemets, la personne perverse contre le reste du monde. Il y a un deuxième point aussi qui est aussi à comprendre, c'est qu'on ne peut pas jouer le rôle du thérapeute non plus. C'est-à-dire que si on est amis et qu'on joue le rôle du thérapeute, vous risquez de vous embarquer dans une histoire qui va durer très longtemps. Vous risquez en tant qu'ami ou en tant que parent de vous retrouver dans cette tâche ingrate, de voir finalement cette personne sous emprise, être d'accord avec vous un jour, et puis finalement oublier tout ce que vous avez dit le lendemain. C'est-à-dire que plus on a d'attente de changement envers quelqu'un, plus on peut parfois susciter son inertie. Donc j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être un peu dur à entendre, que quand quelqu'un est dans une relation comme ça, il faut rester dans le lien amical ou familial habituel et peut-être laisser la personne en avoir marre et peut-être ne pas encourager les discussions interminables. Parce qu'on a tous autour de nous des gens qui vont mal depuis 5, 10 ou 15 ans avec quelqu'un qui serait pervers et qui continue à nous raconter ses souffrances et puis ça ne mène à rien. Donc j'aurais envie de dire, peut-être qu'il faudrait pouvoir s'autoriser à préserver ce lien qu'on a avec la personne, de ne pas l'entacher de ces discussions qui tournent en rond sur oui, mais tu te rends compte, il est méchant avec moi, parce que ça vient déclencher de l'agressivité la plupart du temps de celui qui fait partie de l'entourage. Pourquoi ça déclenche de l'agressivité? Parce qu'on se dit, j'aime cette personne, elle est avec quelqu'un qui est pas bon pour elle, euh, elle a mal, je ne peux pas l'aider, et finalement, elle me rend témoin de son impuissance. Et comme je ne supporte pas mon impuissance à l'aider, eh bien, j'ai envie de la secouer. Et puis, quand je la secoue, eh bien, elle m'envoie paître. Et donc, vous voyez bien qu'on est en train de détruire quelque chose du lien amical ou du lien familial qui est si précieux. Donc, je pense que il faut pouvoir, à un moment donné, euh, se raisonner et ne pas devenir le confident de toutes ces choses-là en disant, bah écoute, si vraiment ça te fait souffrir cette histoire, moi je peux pas devenir ton psy, tu devras en parler à quelqu'un d'extérieur, moi je suis trop impliqué dans cette histoire, je continue à être là en tant que mère, en tant que père, en tant que frère, sœur ou en tant qu'ami. Voilà. Donc il faudrait plutôt orienter la personne vers un service adapté pour prendre en charge ce type de problématique. Oui, oui, c'est plus simple de pouvoir rediriger vers l'extérieur parce qu'en plus, on n'a pas de passif. Quand, par exemple, un psychologue dit à une personne, mais vous vous faites souffrir depuis des années, j'ai l'impression que vous vous dévalorisez complètement dans cette histoire. Euh, la personne qui entend ça, euh, elle est beaucoup plus à l'écoute parce elle n'a pas d'historique avec ce psychologue, ce ou cette psychologue. Il y a pas d'enjeu particulier. Elle peut pas imaginer que le ou la psychologue est jaloux. Elle ne peut pas imaginer que le ou la psychologue s'est fait une image tronquée du conjoint euh, parce que finalement, c'est une première rencontre assez objective et on va dire, là, on vient faire jouer un facteur qui est très important, c'est que le ou la psychologue n'a pas d'enjeu à faire aller le patient à droite ou à gauche. Donc, je crois qu'il faut vraiment se saisir de cette opportunité et peut-être, d'une certaine manière, encore une fois, protéger la relation qu'on a. Parce que quand on commence à devenir frère, sœur, mère, oncle ou ami et en même temps thérapeute, on risque d'être dépassé très rapidement par des enjeux compliqués. On risque d'être l'objet d'une forme d'agressivité. On peut déclencher de la culpabilité chez la personne qui est dans cette relation qui peut se dire oui, bah, finalement, c'est de ma faute, je tombe toujours sur les mêmes genres de personnes, c'est ce que me dit ma sœur tous les jours. C'est pas forcément ce que la sœur a dit, mais c'est ce que la personne victime peut ressentir. Donc je crois qu'il faut pouvoir départager les rôles, que les mamans restent des mamans, que les oncles restent des oncles, que les amis restent des amis, qu'on puisse préserver ce lien qui sera très important à remettre en route de manière saine quand cette relation s'arrêtera. Parce que j'ai envie de dire, le psychologue fait pas tout et l'entourage d'une personne est très important. Le souci qu'on peut retrouver aussi chez ces personnes victimes, c'est qu'elles ont épuisé leur entourage
et que l'entourage n'a plus du tout envie d'être dans une relation amicale ou familiale sécurisante parce qu'on leur a rebattu les oreilles pendant des heures, des mois et des années sur une relation toxique. Et ces personnes-là n'ont plus envie d'être en relation parce qu'elles se sont senties trop impuissantes et trop inutiles. Donc vous voyez, là, ça c'est un dégât particulier qu'on peut retrouver, c'est que le monde a voulu aider et le monde s'est fatigué, le monde s'est brûlé et les relations se sont délitées. Et ça, c'est une conséquence sur laquelle les auditeurs peuvent être en prise. Et donc, voilà, pour résumer, j'invite l'entourage à bien prendre sa place d'entourage et peut-être à laisser à quelqu'un d'extérieur la possibilité de proposer une aide qui est vraiment thérapeutique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que la psychothérapie peut apporter à ce type de souffrance? Je pense que finalement, en filigrane, depuis le début, je cite un peu des choses qui peuvent être des objectifs de la psychothérapie, c'est-à-dire pouvoir mettre du sens sur pourquoi je me mets dans une relation comme ça, qu'est-ce que je viens chercher dans cette histoire, parce que finalement, encore une fois, les gens ne s'attirent pas par hasard, c'est pas pour rien qu'on est avec quelqu'un qui aurait un profil pervers, donc je crois qu'il y a quelque chose à comprendre. Moi, j'ai pas de réponse toute faite, ça va dépendre à chaque fois des rencontres, mais parfois, quand on n'a pas eu l'occasion d'être élevé pour devenir un adulte indépendant, autonome et heureux avec soi, on peut aller vers quelqu'un qui est pervers. Donc ça, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir le décomposer dans un suivi, il faut pouvoir refaire un peu l'histoire pour d'une certaine manière pouvoir s'en écarter, ne pas pouvoir rejouer cette histoire de manière cyclique et sans fin, de manière chronique. Donc la psychothérapie, elle va aider auprès d'une personne à refaire un peu du lien dans son histoire et puis peut-être aussi lui permettre de prendre de plus en plus conscience des choix qu'elle fait. Donc je pense que vraiment le but de la psychothérapie, c'est d'essayer alors évidemment d'une certaine manière de comprendre ce qui nous arrive, de mettre du sens, mais également de ne pas retomber régulièrement dans les mêmes types de pièges. Et en fait, il suffit pas simplement de se pincer le doigt une fois pour ne plus le refaire. Il faut être amené à avoir une autre gymnastique. Si on est, par exemple, amené à aller vers des profils pervers régulièrement, la question que le psychothérapeute va se poser avec le patient, c'est comment ça se fait que vous vous intéressez pas aux 95% d'hommes qui restent autour de vous et qui n'ont pas ce profil pervers. Voilà. Donc tout ça, il faut pouvoir le décomposer, puisque d'une certaine manière, les gens qui sont victimes de pervers vont en arriver très rapidement à la conclusion que le monde entier est pervers. Une femme qui tombe dans ce genre de relation, elle va vous dire oui, mais tous les hommes sont pareils. Donc, et ce qui va être important, c'est évidemment de pouvoir se rendre compte que non, c'est pas vrai. D'une certaine manière, comment dire, on est amené à focaliser notre attention sur ce qui va pas chez l'autre, mais également qu'on pourrait avoir tendance à prêter le flanc, comme on dit, à ce genre de personnalité. Donc, j'ai tendance à dire que quand un suivi thérapeutique est bien abouti, les personnes ne se sentent plus très sensibles à ce genre de personnes perverses et ont tendance à minimiser le nombre de pervers qui restent sur Terre. Et quand elles en croisent par la suite, à se sentir complètement insensibles à cette espèce de charme mêlé de destruction, en fait. Beaucoup de personnes en prise dans une relation perverse trouvent des excuses à l'autre. Que pouvez-vous dire là-dessus? Je pense que oui, alors parfois on se dit ces victimes-là sont trop empathiques. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faudrait voir les choses. Je crois qu'on peut avoir de l'empathie sans forcément verser dans un syndrome qui touche beaucoup ces victimes-là, c'est-à-dire le syndrome du sauveur, en fait. Tout simplement, beaucoup de ces personnes-là, et c'est plus souvent des femmes qui vont me parler de relations avec un pervers,
même si encore une fois, il y a des hommes qui vont tomber là-dedans. Quand on est amené à chercher des excuses tout le temps, c'est que d'une certaine manière, on se conforme un peu comme une maman ou un peu comme une infirmière ou un peu comme un thérapeute qui sortirait un petit peu des clous. C'est-à-dire que, euh, en fait, on veut aider quelqu'un qui va mal. Et je crois que ça, c'est un point sur lequel les gens doivent travailler, notamment en thérapie, c'est d'essayer, d'une certaine manière, de se rendre compte que bah, elles valent mieux que ça, qu'elles ne sont pas obligées de s'embarquer dans une relation avec quelqu'un qui certes a du charme, mais en même temps aurait des problèmes. On n'est peut-être pas obligé de les gérer pour eux, on n'est peut-être pas obligé de les subir, parce que quand je dis le syndrome de l'infirmière ou de la maman, c'est sous un sens dévalorisant. C'est-à-dire qu'une maman ou une infirmière n'est pas obligée de subir les conséquences des problèmes de ses enfants ou de ses patients. Mais là, je vais dans une caricature où finalement, euh, d'une certaine manière, on a tellement peu d'estime de soi qu'on vient forcément excuser l'autre. Et j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est un petit peu flou entre euh, je suis avec cet homme-là et en même temps, je lui trouve plein d'excuses parce qu'il va évoluer. Est-ce que c'est vraiment le rôle finalement dans le couple? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une conjointe d'accompagner son homme pour qu'il puisse changer et pour qu'il apprenne à se socialiser, pour qu'il apprenne à devenir respectueux, pour qu'il apprenne à devenir honnête? Je ne pense pas. Donc, je crois qu'il y a des questions à se reposer après sur comment on considère un couple et quel est notre rôle dans un couple. Ça ne veut pas dire finalement qu'on doit trouver quelqu'un qui est parfait, qu'on doit devenir intransigeant, mais ça veut dire que peut-être on a cédé sur des comportements qu'on n'aurait pas dû accepter dès le départ et qu'on n'a pas accompagné et qu'on n'a pas à subir en fait. Donc vous voyez, on part au départ avec une optique de maman ou d'infirmière, et puis d'une certaine manière, on a accepté bien trop là où la maman et l'infirmière auraient déjà dit non et seraient déjà parties. Voilà. Est-ce que le fait de comprendre la personne peut nous aider à aller mieux? Alors là, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut quand même différencier le fait qu'on puisse comprendre ce qui arrive à une personne et le fait de le subir, en fait. Vous voyez? Évidemment, le problème, c'est que c'est un gouffre sans fin de vouloir donner des explications. C'est même assez morbide de vouloir faire une biographie ou de vouloir faire l'analyse de quelqu'un. Oui, les gens ont toujours des raisons, il y a toujours des explications à vos comportements. Et évidemment, ça peut être fascinant d'écouter quelqu'un pendant des heures nous expliquer, se justifier sur pourquoi il a fait ci ou ça. Maintenant, est-ce que c'est votre rôle dans un couple de vous dire j'accepterai, parce que c'est ça au fond ce qui se passe, j'accepterai tout ce que l'autre va me faire parce qu'il aura toujours une explication et moi j'aurai toujours envie de comprendre pourquoi il me fait ça. Je crois que quand on est en couple, il me semble que l'idéal de base, c'est de pouvoir se dire je n'ai pas à tout subir chez l'autre. Donc il faut quand même faire une différence entre. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est à dépersonnaliser. C'est-à-dire la personne en face est désagréable, elle est détestable, elle est insultante. On peut pas lui faire confiance parce qu'elle nous trahit, voire elle nous insulte. Et puis une heure après, ça va beaucoup mieux. Bon, rien de personnel là-dedans. C'est son fonctionnement avec tout le monde. Elle a une explication, elle s'excuse. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'elle continue à faire ça. Donc j'ai beau avoir des sentiments, d'une certaine manière, je ne me respecte pas et ça ne me convient pas. Le problème, c'est que on est dans une culture de l'excuse à partir de ce moment-là. Et je pense que on peut avoir des explications et on peut s'excuser sur des choses qu'on a pu faire, mais quand ça devient chronique et que ça ne s'arrête jamais, je crois que écouter les excuses et écouter les explications, c'est donner encore une fois en direct la possibilité à l'autre de continuer de persister. Voilà. Donc quand quelqu'un, pour la troisième fois, a fait quelque chose qui nous a pas plu, mais qu'il est en train de travailler là-dessus, ça peut être raisonnable de ne pas disparaître. Mais quand ça fait 50 fois qu'il est désagréable et détestable, qu'il a bien rigolé sur nous publiquement, par exemple, et que ça a fait beaucoup de mal,
et qui s'excuse parce qu'on est au moment où on va partir et qu'on va l'abandonner, je crois qu'à un moment donné, la limite, elle ne sera jamais posée par cette personne-là. C'est à vous de mettre la limite. C'est à vous de vous dire, je n'en peux plus, je suis fatigué. Un petit peu comme quand on éduque un enfant, en fait. On peut déborder de 10 minutes, un quart d'heure, mais si on déborde tous les jours de 3-4 heures, ça n'a plus de sens. Voilà. Donc je crois qu'il y a un piège à vouloir comprendre les gens et donc finalement, parfois par extension, leur donner toutes les excuses du monde et subir. On n'est pas obligé de subir. On peut tout à fait comprendre que l'autre a un problème. Le souci, c'est de se dire, il est à 2 doigts de changer, il va arrêter demain. C'est comme dans la problématique de l'alcool. Il m'a dit qu'il allait arrêter demain, il n'y a pas de souci. Oui, oui, lui, il croit profondément qu'il va arrêter demain. Mais ça fait 10 ans, en fait, qu'il se dit qu'il arrêtera demain. Donc, ce qui se passe dans cette question de relation perverse, c'est que souvent, personne n'arrive à mettre un terme. L'autre a besoin de fonctionner, d'avoir un public et d'avoir quelqu'un qui lui pardonne inlassablement tout ce qu'il fait. Et en face, on a quelqu'un qui ne sait pas se mettre de limites et qui ne s'imagine pas s'arrêter, qui ne s'imagine pas se retrouver seul et qui croit dans un délire partagé que les choses vont changer demain. Et puis, c'est des gens qui parfois peuvent se réveiller 10 ans plus tard et en fait, rien n'a jamais changé. Donc oui, ça appelle à un minimum de raison et de se dire, si je fais le bilan de ce qui se passe dans notre relation depuis le début, finalement, il y a des promesses qui ont été formulées depuis le début et qui n'ont jamais, 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 jamais été tenues. Et c'est pas grave, je veux pas le prendre personnellement, c'est juste que je veux plus le subir. Je ne lui en veux pas de ne pas avoir changé pour moi, je n'ai juste plus envie de subir ça. Point barre. Ça n'est plus une affaire personnelle. Je ne le prends pas personnellement, il n'y arrive pas et puis c'est tout. Pour finir, quel message voulez-vous que les jeunes retiennent ? J'ai envie de dire que d'une certaine manière, quand on est dans une relation qui nous apporte vraiment quelque chose, on devrait, quand on fait l'addition à la fin de la semaine, on devrait se dire que vraiment on a eu du plaisir et que vraiment on est content. On devrait quand même écouter que si on passe des heures à se plaindre ou à se poser des questions sur l'autre, c'est que il devient plus un mystère ou un problème qu'autre chose. Et ça, c'est quand même un indicateur gênant. Une relation de couple, c'est censé nous apporter du bien-être et c'est pas censé nous apporter des problèmes existentiels, des pleurs, des angoisses et des anticipations négatives toute la journée. Il est censé y avoir une forme de facilité et de plaisir d'être à deux. Donc, je pense que ça, c'est quand même important de se le dire au final. Après coup, les gens se disent, j'ai quand même passé des heures, des mois, des années à me prendre la tête et à m'interroger sur moi et être malheureux. Donc, je crois que les gens doivent observer ce truc-là. Si vous entendez perpétuellement dire des choses négatives chez l'autre, la question, c'est pas de se demander si vous avez raison ou tort. La question n'est pas de savoir s'il peut changer ou pas, si vous avez un problème ou pas. C'est déjà de se dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire-là? Est-ce que finalement, ça m'apporte quelque chose d'agréable? Ou est-ce que je suis pas plutôt en train de m'embarrasser avec un problème que je n'arrive pas à régler? Quelque chose d'insoluble, quelque chose de mystérieux, de désagréable, alors que finalement, je suis pas censé être là pour régler un problème. Je suis censé être là pour avoir trouvé une solution pour être heureux, à savoir le couple. Merci docteur et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à aimer, commenter et t'abonner à notre chaîne afin d'être tenu au courant des prochains épisodes. Tu peux nous retrouver sur notre compte Instagram dit-paradise.fr et sur notre site internet dit-paradise.com. Tu y trouveras notre magazine, notre chaîne de podcast, le formulaire pour bénéficier de notre suivi psychologique gratuit et le formulaire pour rejoindre notre équipe. Pour toute question ou pour toute demande d'information, tu peux nous contacter en message privé sur Instagram ou sur notre adresse email staff@dit-paradise.com. À très vite la DP Family.